Monsieur Soro Tieto, vous êtes là, présent dans cette salle, pour présenter votre travail de thèse intitulé Développement de la PCR multiplex associé à l'analyse de fragments pour le génotypage des papillomavirus humains, oncogènes et études de leur distribution dans la région de l'Est. Vous avez 30 minutes pour présenter votre travail. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais avant tout vous adresser mes remerciements. Remercier également tous les membres du jury qui ont accepté de juger ce travail et de l'améliorer en apportant leurs conseils, suggestions et remarques. J'aimerais également vous remercier pour tous qui avez fait le déplacement de venir me soutenir aujourd'hui où je présente mes travaux de recherche doctorale intitulés Le développement de la PCR multiplex associée à l'analyse de fragments pour le génotypage des papillomavirus humains oncogènes et étude de leur distribution dans la région de Fès. Travail de recherche que j'ai réalisé sous la direction du professeur Nani Mahia, à qui je ne saurais remercier toute la gratitude que j'ai pour le travail, pour tout ce qu'elle m'a fait apprendre et pour la confiance qu'elle a mise en moi. Pour commencer, dans cet exposé, je vais d'abord présenter les généralités sur les papillomavirus et le cancer du col de l'utérus après une introduction. Ensuite, je présenterai les objectifs de notre travail, les matériaux et méthodes utilisées pour atteindre nos objectifs, les résultats obtenus que je vais discuter assez brièvement, et enfin, une conclusion de nos travaux. Tout d'abord, il faut dire que le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers les plus répandus au monde. Il représente chez la femme le deuxième cancer le plus important au niveau des pays sous-développés. Mais lorsqu'on considère la population mondiale, c'est le quatrième cancer le plus répandu. Et quelques chiffres sur le cancer du col de l'utérus, on a chaque année environ 528 000 nouveaux cas chaque année au monde, 266 000 décès chaque année, dont 86% sont rencontrés uniquement dans les pays du tiers-monde. Et lorsqu'on ne parle que de l'Afrique, l'Afrique à lui seul ou à elle seule regroupe plus de 20% des décès enregistrés suite au cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est, malgré les chiffres énormes que je viens de citer, un cancer évitable. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres cancers, c'est le seul cancer pour lequel on connaît la principale cause, qui est le papillomavirus. Avant d'aller plus loin sur les méthodes de prévention, j'aimerais avant tout dire quelques mots sur les papillomavirus. Qu'est-ce que c'est que les papillomavirus? Les papillomavirus, ce sont des virus nus, à capside icosaédrique, de diamètre allant de 45 à 55 nanomètres, avec un ADN bicaténaire circulaire de 8 kilobases, entouré autour des molécules discoles, un peu comme au niveau de la chromatine humaine. Ils infectent préférentiellement les épithéliomes tels que la muqueuse ou la peau, et ils sont responsables de plusieurs lésions bénignes telles que les verrues, les condylomes, les papillomes, et de plusieurs cancers qui ne sont pas seulement le cancer du col de l'utérus, mais d'autres cancers de la région anogénitale et de la région aérodigestive. Les papillomavirus humains s'inscrivent dans une grande famille de virus appelés les papillomaviridae, qui n'infectent pas seulement l'homme, mais il y a plusieurs génotypes qui infectent aussi bien d'autres mammifères, comme vous pouvez le voir ici. Lorsqu'on se concentre uniquement sur les papillomavirus humains, on sait qu'il y a au total 5 genres de papillomavirus. Il s'agit des alpha, des bêta, des gamma, des mu et des mu papillomavirus qui infectent les épithéliomes humains. Parmi les alpha papillomavirus qui ont un tropisme muqueux, on enregistre un total de 12 génotypes qui sont capables d'induire le cancer. Malheureusement, sur ce schéma, rien n'est visible. Mais bon, dans la suite, nous allons voir la liste complète de ces génotypes. Le génome des papillomavirus est un génome d'environ 8 kilobases qui peut être subdivisé en 3 principales régions. Nous avons tout d'abord ici une région LCR qui est une région non codante, mais qui a les éléments qui permettent la régulation de la transcription et de la réplication.
Ensuite, nous avons la région des gènes tardifs, L1 et L2, qui codent pour les gènes de la capside virale. Parmi les gènes de la région E, donc c'est la plus grande région du génome viral, nous avons plusieurs gènes qui sont impliqués dans la survie du virus après l'infection. Donc E1 qui est une hélicase, E2 un facteur régulateur, E4 qui est une protéine qui induit la désorganisation du réseau cytosquelettique. Les protéines E5, E6 et E7 sont des oncoprotéines qui sont capables d'induire la prolifération des cellules infectées. Et au niveau moléculaire, les mécanismes de transformation cellulaire qui conduisent à la prolifération peuvent être observés au niveau de deux principales voies, de trois plutôt principales voies métaboliques. On a tout d'abord les protéines E6 et E7 qui sont responsables de la dégradation des facteurs suppresseurs de tumeurs P53 et PRB105. L'infection par les papillomavirus induit également une activation des télomérases qui sont en fait reprimées après la maturation, après un certain niveau de la maturation. Il y a également certains facteurs épigénétiques qui sont impliqués dans le développement des proliférations liées à HPV. Dans un premier temps, il y a la méthylation de l'ADN viral qui est en fait un mécanisme de défense des cellules hôtes. Lorsqu'elle a lieu au niveau des sites de reconnaissance de la protéine régulatrice de l'expression des oncoprotéines, ces sites ne sont plus reconnus, ce qui conduit à une expression accrue des oncoprotéines. En plus, il y a certaines méthylations au niveau de certains gènes suppresseurs de tumeurs des cellules hôtes qui peuvent, lorsqu'elles sont là, empêcher, induire plutôt la transformation cellulaire. Également l'expression de certains micro-ARN cellulaires prédispose certains individus au développement, à la transformation cellulaire et à l'apparition du cancer. Pour ce qui est de l'histoire naturelle de l'infection, il faut noter que, je ne sais pas la diapo, c'est pas vraiment clair, mais bon, on va se développer. L'infection a toujours lieu au niveau de la couche basale de l'épithélium. Et dans la plupart des cas, donc dans la majorité, plus de 90% des cas, l'infection va finir par une clairance sans laisser absolument aucune séquelle. Par contre, dans un certain nombre de conditions, les virus peuvent échapper au système immunitaire, ce qui va conduire à leur persistance et au développement à la transformation des cellules et au développement d'un certain nombre de lésions du type CIN1, 2 et 3. Toutes ces lésions peuvent, de façon spontanée, régresser. Mais il arrive qu'il n'y ait pas la régression, mais que ces lésions évoluent jusqu'au cancer du col de l'utérus. Et quand on est au stade du cancer, la prolifération est tellement accrue qu'elle va dépasser l'épithélium et aller infecter d'autres organes en métastase. Juste quelques mots sur le cancer du col de l'utérus. J'aimerais souligner le fait que dans plus de 99,7% des cas de cancer du col de l'utérus, on observe la présence de HPV à haut risque. Ce qui établit que virtuellement tous les cancers du col de l'utérus sont liés à HPV. Et ces différents virus sont classés en fonction de leur pouvoir oncogène. On observe ici les papillomavirus à haut risque, ce qu'on n'arrivait pas à voir sur la figure. Donc il s'agit de HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56. Oui, les virus à risque probable ou possible pour lesquels on a établi une liaison avec une liaison avec la transformation cellulaire au niveau expérimental, mais pas forcément chez l'homme. Il y a aussi les autres papillomavirus qui sont dits à bas risque, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus rencontrés au niveau des lésions bénignes que dans des lésions malignes. Étant donné la connaissance de cette cause du cancer du col de l'utérus, il y a trois principales voies de prévention qui peuvent être adoptées. Tout d'abord, la vaccination pour prévenir les jeunes femmes de l'infection à papillomavirus. On a actuellement 3 vaccins qui sont disponibles sur le marché, les vaccins bivalents, quadrivalents et monovalents. Ensuite, il y a le dépistage des lésions. Le dépistage précoce des lésions, c'est qui va permettre le suivi des patients avant l'évolution des cancers et le
le diagnostic de l'infection à HPV avant l'apparition des lésions. Toutes ces mesures sont aujourd'hui mises en place dans un certain nombre de pays. Il s'agit des pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, ce qui a permis une réduction considérable, d'une part de l'infection à HPV et d'autre part de la prévalence du cancer du col de l'utérus ainsi que la mortalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'épidémiologie du cancer du col de l'utérus, il y a une distribution très hétérogène. Bon, ça ne se voit pas, mais là on voit clairement, c'est tout clair. Ce sont des régions où il n'y a pas une grande prévalence. Alors que lorsqu'on regarde en Afrique de l'Est principalement, un peu en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine, une partie de l'Asie aussi, on observe de très fortes prévalences du cancer du col de l'utérus, ce qui se traduit également par une mortalité accrue dans ces mêmes régions. Lorsqu'on observe également la prévalence de l'infection HPV, on observe une variation de cette prévalence d'un pays à un autre. Mais lorsqu'on regroupe en région, on observe que la région où on a la plus forte prévalence de HPV, c'est en Afrique, suivi par l'Amérique latine. Et dans ces régions présentent également une particularité, c'est qu'on a deux pics lorsqu'on représente la prévalence en fonction de l'âge. On a là un premier pic chez les patients de moins de 25 ans et un second chez les patientes de plus de 50 ans. Le premier pic est expliqué par une activité sexuelle accrue parce que les papillomavirus sont des infections sexuellement transmissibles, mais le deuxième pic n'est pas encore clairement expliqué. Toutefois, il y a des explications, des hypothèses qui laissent supposer que la ménopause est un facteur qui induit un désordre hormonal qui va probablement agir au niveau de l'immunité et réduire la réponse de ces patientes-là à l'infection à HPV. Le diagnostic des papillomavirus peut se faire de deux principales façons. Le diagnostic indirect par la colposcopie ou la cytologie, et également il y a des techniques immunohistochimiques qui permettent de détecter des marqueurs de l'infection à HPV tels que le facteur P16. À part les techniques indirectes, il y a le diagnostic direct qui permet de détecter directement le virus. On a parmi ces techniques la PCR qui utilise un certain nombre des systèmes d'amorce consensus ou dégénérés qui vont détecter, qui vont amplifier des fragments bien connus des gènes tels que L1. Ici, j'ai un schéma qui représente L1, mais il y a d'autres systèmes qui ciblent la région E6, E7. Il y a également la technique de HT2 qui est une technique d'hybridation qui utilise des sondes d'ARN pour capturer l'ADN du virus. Seulement, la détection du virus n'est pas suffisante. Comme vous avez remarqué sur le schéma de l'arbre phylogénétique, il y a un bon nombre. Quoi qu'il en soit, le génotypage est important pour identifier les patients qui ont un réel risque d'évolution vers le cancer. Et parmi les techniques de génotypage, on peut citer en premier lieu le séquençage. Le séquençage, il permet d'avoir le maximum d'informations sur le gène ciblé, parce qu'on amplifie un gène, on obtient la séquence, on la compare à la banque de données nucléotidiques et on identifie le génotype en question. Ça, c'est ce qui se passe quand tout se passe bien. Mais généralement, on rencontre ce genre de profil. Mais quand on n'a pas besoin d'avoir un œil aguerri pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de pics qui se chevauchent. Et quand on a ce profil, il est complètement illisible et il est dû au fait qu'on soit en présence d'infections multiples. Ce qui veut dire qu'on est en présence d'infections multiples, ou alors qu'en plus du gène ciblé, on a amplifié un autre produit non spécifique. Les techniques d'hybridation moléculaire sont les plus répandues aujourd'hui pour le génotypage des papillomavirus. Et on observe parmi les techniques de l'hybridation moléculaire la line probe essai. La line probe essai est une technique qui utilise des bandelettes sur lesquelles on dépose à des positions bien connues des amorces et des sondes spécifiques bien connues. Donc quand on fait l'amplification par PCR à l'aide d'un système d'amorce consensus, on amplifie tous les gènes de tous les génotypes. Et après hybridation, en fonction de la position
du marqueur, on identifie le génotype correspondant. À part la line ProPC, il y a la technique d'hybridation sur billes fluorescentes, qui est un système qui utilise des billes marquées avec de l'ADN marqué également et un système de détection à l'aide de 2 lasers. La RFLP est une technique dont le principe est relativement simple, seulement elle a la limite d'être difficile à interpréter, surtout quand on est en présence d'une multiple infection. Enfin, nous avons les techniques basées sur la PCR multiplex. Elles utilisent des amorces qui permettent d'amplifier à la fois plusieurs génotypes, qui ciblent généralement la région L1, la région E6, E7, ou alors elles utilisent la transcription inverse, et généralement c'est pour rechercher l'ARN messager des E6, de la région E6 et E7. Elles sont différentes l'une de l'autre, principalement par la technique d'identification de chaque fragment. On observe ainsi des techniques basées sur l'électrophorèse du gène, d'autres qui utilisent la PCR en temps réel et encore d'autres qui utilisent l'analyse de fragments. Je m'arrête une seconde sur l'analyse de fragments juste pour dire que c'est une technique d'électrophorèse capillaire, donc ce qui favorise l'utilisation de très hautes tensions qui dépassent les 10 kV, donc une amplification rapide, une précision dans la séparation des différents fragments d'ADN et une identification automatisée sur des électrophorésogrammes. La seule contrainte pour réaliser l'électrophorèse capillaire, c'est d'avoir un système de marquage des fragments amplifiés. Ici, un petit récapitulatif sur les différentes techniques. Et on observe que chacune de ces techniques que j'ai citées présente des limites. La technique de séquençage est une technique très longue, coûteuse, complexe, ne pas utilisable pour les infections multiples. L'hybridation moléculaire coûteuse, parfois elle nécessite l'utilisation d'un appareillage dédié, spécifique, ce qui augmente encore le coût du génotypage. Pour la RFLP, cette clair d'interprétation est difficile. La PCR multiplex, en tout cas les techniques de PCR multiplex disponibles aujourd'hui sur le marché, sont basées sur le design pour chaque génotype d'un couple d'amorces, ce qui fait qu'on a beaucoup d'amorces à mettre dans une réaction, donc beaucoup de réactifs à mélanger et à la fin un coût élevé, un risque de contamination également élevé. En raison de toutes ces limites, nous nous sommes fixés comme principal objectif de développer une nouvelle technique de génotypage des papillomavirus oncogènes qui offre l'avantage d'être sensible, spécifique, rapide à mettre en route et qui peut être réalisé aussi bien dans le cadre de la recherche que pour un diagnostic clinique. Et après avoir mis au point la technique, nous nous sommes fixés aussi comme objectif d'étudier la distribution des différents génotypes présents dans la région des fesses ainsi que les facteurs qui y sont associés. Dans la première partie de notre travail, nous avons réalisé la conception des amorces en réalisant un alignement multiple de nos séquences afin d'identifier les séquences spécifiques pour chaque génotype ciblé et ensuite de designer les amorces, les marquer pour permettre une amplification à l'aide d'une amplification en PCR en présence d'une amorce commune sens qui est l'amorce dégénérée MY11 et en antisens chacune des amorces spécifiques que nous avons conçues. Après la conception de ces amorces, nous avons optimisé la technique en la testant sur des clones viraux purifiés, ce qui nous a permis d'une part d'ajuster le mélange réactionnel optimal, les cycles d'amplification ou le programme d'amplification pour les PCR utilisés. Ensuite, nous avons réalisé une optimisation également de l'analyse de fragments. Il consistait là à déterminer le volume à injecter, le temps de l'électrophorèse. Après l'optimisation de la technique, nous l'avons évaluée sur des prélèvements HPV positifs qui étaient disponibles au laboratoire. Nous avons utilisé la technique nouvellement mise au point pour faire le génotypage de ces prélèvements. Ensuite, nous avons, sur ce même prélèvement, réalisé le séquençage du fragment amplifié par les amorces MY1109 et à la fin, nous avons comparé les résultats pour vérifier la spécificité. En ce qui concerne la sensibilité, nous avons utilisé toujours les clones viraux que nous avons dilués de façon séquentielle afin de déterminer le seuil de détection. Après avoir mis au point la technique, on ne pouvait pas s'arrêter. Donc, on a réalisé une étude épidémiologique qui a été faite en
les données et les prélèvements. Donc les patients ont été recrutés au laboratoire d'anatomopathologie et au service de gynécologie et obstétrique 1. Je profite au passage pour remercier le personnel de chef de service qui nous ont été d'une grande aide, ainsi que de ma collègue Safa qui m'a aidé beaucoup pour la traduction et la discussion avec les patients. Au laboratoire d'anatomopathologie, nous avons les prélèvements ont été faits pour, d'une part, la cytologie et un autre prélèvement a été réalisé pour le diagnostic HPV. Mais au service de gynécologie obstétrique 1, un seul prélèvement a été réalisé, celui qui a été utilisé pour le diagnostic de HPV. Après le diagnostic de HPV, tous les prélèvements HPV positifs ont été utilisés pour le génotypage à l'aide de la technique que nous avons mise au point. En fin de compte, toutes les données ont été saisies dans une table Excel pour une analyse statistique en utilisant le logiciel SPSS. En résultat, nous avons réalisé un alignement des fragments MY1109 de 39 différents génotypes atrophiques, ce qui nous a permis de concevoir une quinzaine d'amorces spécifiques qui permettent l'identification de ces génotypes, parce qu'une de ces amorces permet l'identification de deux génotypes. Et en amplification, ils ont des fragments de taille différentes. Ici, nous avons une capture d'écran de l'alignement multiple. Comme vous pouvez le voir, les séquences encadrées sont les séquences cibles de nos amorces conçues. Ces amorces ne sont pas toutes à la même position, c'est tant mieux, mais les amorces qui ont des positions relativement proches, nous avons utilisé un marquage différent afin d'identifier les fragments correspondant à ces génotypes par l'analyse des fragments et la couleur. Comme la couleur est différente, elles peuvent être discriminées même si c'est la même taille. Ici, nous avons une séquence des amorces conçues et leurs caractéristiques théoriques, la taille de fragments, le GC%, le T, et j'en passe. Nous avons optimisé la technique en deux PCR multiplex complémentaires. Dans la première réaction de PCR, on amplifie de façon spécifique l'ADN de 12 génotypes au risque et dans la réaction 2, on amplifie l'ADN de 4 génotypes. Pour l'analyse de fragments, nous avons réalisé soit l'analyse de fragments, soit chaque produit d'amplification, soit l'analyse de fragments sur le mélange des produits d'amplification. Et les deux options donnent des résultats intéressants. Pour la lecture des électrophorégrammes, nous utilisons une grille où nous observons et la couleur et la taille du fragment correspondant. Ainsi, quand on regarde ces électrophorégrammes, on voit par exemple ici un pic de couleur bleue, de taille 388. Normalement sur le logiciel, ça s'écrit la taille. Et on voit la taille 388 correspond à HPV 41. Dans l'électrophorégramme d'en bas, nous avons deux pics. Le premier pic vert à 300 qui correspond à HPV 45 et le second pic rouge à 368 qui correspond à HPV 68. Pour les seuils de détection, nous nous sommes rendus compte que les seuils de détection sont variables d'un génotype à un autre. Ainsi, nous nous sommes rendus compte que nos génotypes peuvent être identifiés à partir des concentrations allant de 45 à 225 HPV. Par rapport à la spécificité, nous avons observé une concordance totale de nos résultats avec le séquençage. Et quatre cas de figure sont à considérer. Tout d'abord, dans les infections simples, lorsque le génotype est de type haut risque, il est identifié par notre technique. Le séquençage de Darwin l'identifie. Lorsque le génotype est de type bas risque, il n'est pas détecté par notre technique, ce qui n'est pas son travail de toutes les façons. Mais le séquençage permet de l'identifier. La différence arrive au niveau des infections multiples. Lorsqu'on a une infection multiple avec des hauts risques, notre technique permet d'identifier chacun des génotypes, alors que le séquençage n'est pas capable de le faire. Lorsqu'on est en présence de haut risque et bas risque, le haut risque est identifié par notre technique, alors que le bas risque ne donne aucun signal à l'électrophorégramme, ce qui est normal parce qu'il n'est pas ciblé. Le séquençage non plus ne permet pas d'identifier les cas d'infection multiple, sauf si on a recours au clonage, ce que nous avons fait, mais c'est une technique que je ne conseillerais aux personnes.
En conclusion, nous avons mis au point une technique qui répond aux exigences qu'on s'est fixées. D'une part, le nombre de réactions a été réduit, le nombre d'avances réduit. Elle permet l'identification spécifique de chaque génotype ciblé dans les infections simples et multiples. Le coût a été considérablement réduit d'une part parce qu'on a utilisé une seule amorce sens, ce qui a réduit de moitié le nombre d'amorces qu'on aurait pu utiliser pour une PCR multiplex normale. La sensibilité est très élevée, une bonne spécificité, et elle est utilisable aussi bien pour la recherche qu'en laboratoire de diagnostic, sauf qu'il faut tout de même avoir un équipement pour l'électrophorèse capillaire. Autant dire que l'objectif de cette partie est valablement atteint. Dans la deuxième partie, nous avons réalisé l'étude épidémiologique. Nous avons recruté un total de 1054 patientes, dont 633 au laboratoire d'anatomopathologie et 421 au service de gynécologie et obstétrique 1. Les patients étaient originaires de Fès et des différentes régions avoisinantes, donc Taounak, Taza, Sidi Harazem et Sfo. 63% elles sont âgées de 16 à 85 ans, avec une moyenne d'âge à 42. 63% sont analphabètes, 94% n'ont qu'un seul partenaire sexuel, 70% sont ménopausés. Ne sont pas ménopausés, pardon. L'examen cytologique montre que 20% des 619 patients sur lesquels l'examen cytologique a été confirmé ont une lésion cellulaire. Et parmi ces lésions, la plus prédominante sont les lésions de bas grade, donc 65%. 24% sont des lésions de type ascus et 10% sont des lésions de haut grade. Lorsqu'on observe la prévalence des lésions en fonction de l'âge, on a une augmentation progressive de la prévalence avec l'âge, ce qui est normal parce que les lésions n'ont lieu qu'après une certaine période d'infection qui persiste. Ici, on observe en particulier que chez les patients de moins de 30 ans, il n'y a pas de lésions de haut grade. On observe des lésions de haut grade seulement à partir de la classe 30-39, qui est très faible. Et cette prévalence des lésions de type haut grade augmente avec l'âge, ce qui est tout à fait normal. Pour l'infection à HPV, le diagnostic de HPV a été réalisé sur toutes les patientes que nous avons recrutées. On observe une prévalence de 39,8%, dont 43% pour la laboratoire d'anatomopathologie et 34% au service de gynécologie obstétrique. Ce qui est normal parce que les patients du laboratoire d'anatomopathologie sont des patients qui ont déjà consulté dans un service et que le médecin a suspecté des lésions ou alors des infections. Donc, a priori, elle présente un risque un peu plus élevé d'avoir l'infection. Ici, une représentation de la prévalence de l'infection en HPV en fonction du service et de l'âge. On observe également cette structure à deux modes avec un pic chez les patients de moins de 20 et un second au niveau des patients de plus de 59 ans. Le génotypage, surtout ces prélèvements HPV positifs, montre que 74,5% de ces patients sont infectés par des HPV de type bas risque et 25,5% sont infectés par des HPV de type haut risque. Parmi les HPV de type haut risque, on a 5 doubles infections et le reste étaient des infections simples. Ici, sur ce camembert, on observe la répartition de chaque génotype et la particularité, c'est que le génotype le plus prédominant, c'est HPV-CK3. Et ce génotype n'est rencontré comme étant le plus prédominant que dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Il s'agit du Gabon et de l'Éthiopie et de la Tanzanie. On vérifie après. Et suivi par HPV-16, HPV-35, HPV-51, HPV-56. Voilà. HPV-18, qui est rencontré dans les pays européens comme le second type le plus prédominant, n'est rencontré qu'en 6e position dans notre étude. Ce n'est que le profil épidémiologique. Après avoir établi les prévalences des lésions et des différents génotypes, nous avons réalisé une analyse statistique afin de déterminer les facteurs associés d'une part à l'infection et les facteurs associés aux lésions cellulaires. Pour l'infection HPV, nous avons pu démontrer qu'il y a une association de l'âge avec l'infection HPV, avec une prévalence élevée chez les patients de plus de 50 ans. La ménopause, c'est un facteur associé à l'âge, il faut le reconnaître, mais ça montre que les patients ménopausés ont un taux d'infection HPV élevé par rapport aux autres. La parité également, plus de 3 de parité, est un facteur associé à l'infection.
Les autres variables n'ont montré aucune association, mais je m'arrête ici sur 3 paramètres. Il s'agit du nombre de partenaires sexuels. Dans notre étude, plus de 94% des patientes n'avaient qu'un seul partenaire sexuel. Donc la population que nous avons recrutée n'est pas la population adéquate pour évaluer l'importance du nombre de partenaires sexuels dans l'acquisition de l'infection. Le tabagisme aussi. Les patientes ne sont pas tabagiques, à peine 23% sont exposés au tabagisme passif. Au niveau du profil inflammatoire aussi, nous n'avons pas montré d'association entre l'inflammation et l'infection à HPV. Ce qui est aussi normal parce que dans la littérature, ce qui est le plus rencontré, c'est que les inflammations au niveau du col de l'utérus sont beaucoup plus dues à des infections bactériennes qu'à l'infection à HPV. À la rigueur des infections aux herpès virus ne sont pas états ici. Pour les lésions, nous avons observé une association comme attendu avec l'infection à HPV. On peut remarquer ici que la présence de HPV multiplie de plus de 5 le risque d'avoir des lésions cervicales. En plus de HPV, nous avons l'âge, l'andropause et le geste. Un résultat assez particulier, c'est que le niveau d'étude aussi a été. Nous avons remarqué que le niveau d'étude est un facteur associé aux lésions. Ainsi, les patients qui n'ont étudié que jusqu'au niveau primaire ou qui n'ont pas du tout étudié présentent une prévalence en lésions cellulaires élevée par rapport aux patients qui ont au moins atteint le niveau C et le niveau secondaire. Donc tous les autres variables n'ont pas pu être associées aux lésions. Ici, nous avons fait une analyse de l'association des différents génotypes avec les lésions. Et vous pouvez remarquer ici qu'on a les génotypes HPV 16, 35 et 45 qui sont significativement associés aux lésions. Le génotype HPV 53, qui est le plus prédominant, il ne montre aucune association avec les lésions, ce qui prouve le fait que ce génotype est classé non pas parmi les génotypes à haut risque, mais parmi les génotypes à risque intermédiaire. Vu l'importance de l'âge dans l'apparition des lésions, nous nous sommes dit qu'il faudrait peut-être observer les génotypes qui sont déterminants dans l'acquisition des lésions chez les sujets jeunes. Donc nous avons fait une analyse en divisant la population en deux, les patients de moins de 40 et les patients de plus ou égal à 40 ans. Et chez les patients de plus de 40 ans, on observe une association avec des lésions avec les génotypes 16, 35 et 45, alors que chez les sujets de moins de 40 ans, seul le génotype 35 montre une association significative avec les lésions. Est-ce que ça veut dire que ce génotype est le plus virulent que les autres? Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. En conclusion, nos résultats confirment les données qui ont été obtenues en 2011 et 2012 par rapport à la prévalence de HPV dans la région de Fès, qui a été démontrée comme étant très élevée, de l'ordre de plus de 40% en tout cas. Et la nouveauté dans l'étude épidémiologique que nous avons réalisée, c'est que nous avons pu faire l'étude de la distribution des différents génotypes. On observe ainsi un profil particulier de l'infection à HPV avec une prédominance des génotypes C4A, 16, 35, C80 et C46. Les variables que nous avons pu associer à l'infection à HPV sont l'âge, la ménopause, la parité, et celles associées aux lésions sont HPV naturellement, avec une particularité des génotypes 16, 35 et 45, l'âge, la ménopause, le geste et le niveau d'étude. Juste pour dire que ce résultat n'est pas un résultat définitif en tant que tel, mais il devrait ouvrir la voie à d'autres études épidémiologiques parce que ce résultat est assez particulier et mérite d'être creusé plus profondément. Avant de terminer, j'aimerais juste mentionner l'importance des papillomavirus dans la santé de la reproduction. Parce que les papillomavirus sont des virus qui peuvent induire des infections persistantes au niveau de la région du tube génital. En raison du fait qu'on a démontré leur potentiel oncogène, tout le monde se penche sur la question de leur association avec le cancer et tout, sans se poser la question si les infections persistantes, même si elles ne présentent aucun signe ou aucun symptôme, est-ce qu'elles posent un problème au niveau de la santé de la reproduction ou pas? Nous avons ainsi réalisé une revue systématique de la littérature qui nous a permis de constater qu'en réalité, l'infection à HPV peut entraîner certaines altérations au niveau de la santé de la reproduction, à savoir
la réduction de la qualité des spermes, la réduction du taux de réussite de la fécondation in vitro, l'altération de la santé de l'embryon, parce que les papillomavirus sont capables d'infecter aussi les trophoblastes. Les trophoblastes qui sont des cellules qui font ensuite évoluer en placenta. Et lorsque ces cellules sont atteintes et qu'il y a des effets cytopathologiques qui dérangent le bon fonctionnement de ces cellules, on peut observer des fausses couches. Nous recommandons ainsi, en tout cas, les conclusions de notre revue systématique, c'est que le diagnostic des papillomavirus devrait être pris en compte dans le diagnostic de la stérilité, ou en tout cas dans les études qui visent à expliquer la stérilité idiopathique. Et il est également possible, en se basant sur les données des études expérimentales in vitro, que certains génotypes pourraient être plus à même d'induire des altérations de la santé de la reproduction que d'autres. Donc, c'est une question également qui mérite d'être creusée. En perspective de notre étude, la technique que nous avons mise au point ne cible que les papillomavirus oncogènes aujourd'hui. Mais il serait bien plus profitable de concevoir d'autres amorces qui ciblent un panel beaucoup plus large des génotypes, avec une attention particulière au papillomavirus de bas risque. Une autre perspective serait également de continuer l'étude épidémiologique et de l'étendre au niveau national afin de comprendre le phénomène de la différence entre les différentes régions du Maroc avec des prévalences qui peuvent aller du simple au double parfois. De réaliser une étude épidémiologique de l'infection à HPV, aussi bien dans la population générale que dans les cas de cancer du col de l'utérus, et aussi d'évaluer cette prévalence chez l'homme, parce que l'homme est un facteur aussi important dans la transmission de l'infection HPV. En dernière position, il serait aussi profitable de réaliser une étude de l'implication des papillomavirus dans les cas de stérilité et les cas des autres cancers associés aux papillomavirus, tels que les cancers de la région anogénitale et les cancers de la région aérodigestive. J'aimerais souligner que le travail que nous avons réalisé a fait l'objet d'un brevet d'invention, de la publication de 4 articles et de 6 communications, dont une à l'échelle nationale et 5 à l'échelle internationale, de 3 prix qui sont un premier prix à l'échelle nationale et 2 prix à l'échelle de notre université, Sidi Mohamed Ben Abdallah. Et vous conviendrez avec moi qu'un si beau travail ne saurait être réalisé par une seule personne. Nous avons réalisé ce travail en collaboration avec plusieurs institutions que j'aimerais citer ici. Il s'agit du laboratoire de microbiologie et de biologie moléculaire de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, le laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine d'Arène Ménard, que j'ai omis de citer dans l'avant-propos du rapport que vous avez amené actuellement, le laboratoire d'anatomie pathologie du CHU à 102 de Fès, les services de gynécologie et obstétrique du CHU à 102 et le laboratoire d'épidémiologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Enfin, le projet a été financé par la faculté de médecine et de pharmacie de Fès de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. J'aimerais remercier toutes ces différentes institutions et vous dire à vous tous qui êtes là, merci pour votre attention. Merci, M. Diatou. Merci. C'était un exposé vraiment professionnel, de grande qualité, très clair. Alors, sans tarder, nous passons à la discussion. Et là, je vais passer la parole au premier rapporteur, qui est le professeur Najim Mustafa, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques Mohammadi. La parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. D'abord, le plaisir est double pour moi aujourd'hui. D'abord, de revoir et de rencontrer des collègues et amis. Aussi, merci, Monsieur Sourato, pour votre invitation de siéger à ce jury. À travers vous, je remercie votre encadrante, Monsieur le doyen et Monsieur le vice-doyen, m'avoir associé à ce travail. Je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre d'abord présentation orale qui est très bien didactique et iconographique
et qui est en bonne adéquation avec le contenu de votre manuscrit, que je témoigne, qui est très facile à lire, et aussi ça vous donne envie de continuer à le lire une fois qu'on a commencé. Je vous félicite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations. Dans chaque travail, il y a toujours place à l'amélioration. Et pour ces améliorations, et de point de vue forme, je vous invite, maintenant que vous avez terminé votre thèse, et je peux vous dire que le vrai travail ne fait que commencer. Il y a la place à l'amélioration au point de vue forme et au niveau aussi du fond, dans le sens qu'au niveau de la forme, il faut revoir en quelque sorte le résumé, inclure une petite conclusion, puisqu'un résumé doit toujours ressortir une conclusion, inclure un résumé en arabe, aussi indiquer la spécialité et le domaine de votre travail, la liste des figures, vous devrez indiquer les numéros de page, la liste des tableaux aussi indiquer les numéros de page, la table de matière à la compléter. Il y a beaucoup de parties qui ne figurent pas, alors ils font partie de votre travail. Aussi inclure la liste des annexes, alors que votre travail est plein. Au niveau des objectifs, au niveau de la page 43, il faut la déplacer après l'introduction, comme ça facilite le lecteur. Ceci, c'est par souci, votre manuscrit sera consulté par d'autres étudiants. Il faut leur faciliter le travail. Il faut faire attention à un certain nombre d'erreurs, de fautes de frappe. Vous pouvez, comme le mot matériel, il est toujours il n'y a pas d'S en français, c'est en anglais, oui, mais il n'y a pas d'S, page 45 et ailleurs. Au niveau de la page 21, figure 6 et autres, il faut toujours traduire les figures en français lorsqu'ils sont donnés en anglais. Une petite question, s'il vous plaît, à travers. Au niveau de la page 18, vous parlez de la clairance. Oui, très bien expliqué, les causes de la clairance et tout ça. Qu'en est-il par rapport aux patients qui sont asymptomatiques? Parce que souvent, il y a des patients qui n'ont pas eu de relations sexuelles et tout d'un coup, il y a l'apparition des infections HPV. Qu'en est-il? Avez-vous une explication de ça? Bon, les HPV sont des infections sexuellement transmissibles, mais ce n'est pas la seule voie pour acquérir le virus. Il y a, dans la première revue que nous avons faite, nous avons parlé de HPV dans le cas de cancer. C'est un chapitre d'un livre qui fait partie de la liste. Nous avons évoqué un phénomène, c'est la transmission mère-enfant. C'est une transmission qui a lieu chez les enfants. Et en plus de ça aussi, oui. Ce n'est pas de ça que je parle. Parfois, vous pouvez faire une biopsie aujourd'hui à une patiente et des HPV négatifs. Quelques semaines plus tard ou un mois plus tard, elle devient HPV positive, il n'a pas eu de relation sexuelle ni rien. Et dedans. Ça, en fait, généralement, bon, je ne veux pas dire généralement, mais il y a plusieurs cas de figure à observer. Il y a la possibilité que le premier prélèvement ait raté le papillomavirus. Et la deuxième possibilité, c'est que ça dépend. Est-ce que, généralement, les biopsies, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche les lésions. Généralement, on n'utilise pas la PCR sur les prélèvements généralement. Et dans ce cas, on cherche plutôt les lésions. C'est le diagnostic indirect qu'il s'agit là. On fait soit la cytologie ou l'histologie. Et ça ne se passe pas. Même quand on fait l'immunohistochimie, ce n'est pas évident qu'on détecte les marqueurs qu'on recherche. Donc, on peut les louper entre temps. Maintenant, qu'il y ait acquisition d'une infection sans relation sexuelle, ou soit peut-être une contamination orale qui a induit à une contamination génitale. Parce qu'il y a ce cas de transmission ici. Le passage de la cavité buccale, parce que c'est le même génotype qui infecte la muqueuse orale et la muqueuse génitale. Il y a d'autres causes, on pourrait les discuter après. Au niveau de... Je m'excuse parce que j'ai dû vous arrêter, parce que tout simplement on est nombreux, et on a convenu de limiter le temps d'introduction et j'ai d'autres questions. Parce que c'est un sujet qui m'est très intéressant, parce que ça me rappelle des choses. Il y a 30 ans, moi aussi, j'ai travaillé avec le HPV. Il y a des... Oui. Je le sais. Oui. Alors,
page 4. De la page... Oui, au niveau de la page 7, vous avez parlé du rôle de la E4. Oui, non, vous avez parlé, vous avez dit le nécessaire, mais il y a quelque chose d'intéressant à sortir. La E4, il se trouve au niveau de la région précoce, et normalement c'est en quelque sorte, protéine qui devrait être au niveau de la région tardive, parce que c'est une protéine de structure. D'accord ? C'est juste un petit détail. Au niveau de la prévalence, au niveau de la page 32, vous parlez de la prévalence. Seulement vérifiez s'il vous plaît vos données. Parce qu'en Amérique du Sud, la prévalence il dépasse 90%. La prévalence des HPV. Et aussi les Américains, Indiens, c'est au-delà de presque de 95%. C'est une infestation. D'accord ? Et lorsqu'on voit par rapport au tableau que vous avez montré, l'Afrique est située, la prévalence est beaucoup plus élevée qu'en Amérique. C'est juste vérifier vos données. D'accord ? Au niveau de la page 69, comment expliquer la différence que vous avez montrée, parce que vous montrez une augmentation de la prévalence pour l'âge qui est inférieur à 20 ans. Vous montrez également une prévalence qui est supérieure à 59 ans. Et entre 20 ans et 59 ans, il y a une diminution. En fait, là-bas, Est-ce que vous avez compris? Oui, je vois. Voilà. Oui. Et en fait, le truc, c'est que dans les infections sexuellement transmissibles, en général, elles ont un profil comme ça. À 20, 30, c'est très élevé et ça baisse progressivement avec l'âge. Donc, je me suis dit que la tranche 30, 49 est expliquée par ça. Mais à partir de 59 où ça monte, ça pourrait être dû à la baisse de l'immunité. C'est pour ça que j'ai voulu mettre l'accent sur les deux points en oubliant. Que pensez-vous de la clairance? La clairance? Oui, en fait, je veux bien la clairance par Bien. Il faut aussi, dans cette figure en particulier, il faut inclure l'ADS, la déviation standard, puisque c'est là où vos résultats ils ont un sens. Il faut inclure la déviation standard. Vous avez parlé de HPV 53, qui est en quelque sorte, vous avez dit, dans la région subsaharienne. C'est bien. Il faut aussi ne pas oublier aussi qu'il y a des études effectuées, même qu'on a effectuées avec le Gabon, avec le Congo, avec le Cameroun, et on était surpris, c'est le HPV 16 et le HPV 18 qui viennent en tête. D'accord? Et ceci, d'accord, merci Monsieur le Président. Bien, je vais aller au vif du sujet, il n'y a pas de... une question. Vous avez le test que vous avez mis au point. Il détecte en quelque sorte jusqu'à 45 à 250 copies. Qu'en est-il pour des copies qui sont inférieures à 45 à 200 copies? Parce que c'est important, puisque un patient qui a une copie par génome, l'évolution par rapport à la théorie de transformation, vous le connaissez fort bien, parce qu'elle peut évoluer à un cancer. Qu'en est-il? Tout d'abord, je vais parler par rapport aux autres techniques. C'est que la sensibilité des 45 à 225 que nous avons obtenue, c'est quelque chose qui dépasse largement la plupart des techniques qui sont sur le marché. Quand on prend les essais qui ont été réalisés, bon, il n'y en a pas d'essais ici, mais en Europe, on observe que la plupart détectent entre 100 et 500. Et nous sommes allés jusqu'à descendre à 45, au 16, et d'autres génotypes qui vont à 76, 90, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on se situe dans la grande marge, en tout cas, la moyenne supérieure des techniques actuellement disponibles. Tout à fait, vous l'avez très bien expliqué. Excuse-moi, c'est juste une question d'économie du temps. Je veux vous l'avez très bien expliqué dans votre document. Seulement, vous ne donnez pas, par rapport à un patient ou une patiente qui a en quelque sorte un certain nombre de copies, par exemple 10 copies ou 20 copies, vous pouvez le déclarer comme ça, comme négatif.
avant qu'il ne l'ait pas. C'est là où il faut revenir aux techniques standards, puisqu'un simple southern blot avec une hybridation et laisser le temps d'exposition beaucoup plus élevé, vous allez le détecter. Vous voyez? Oui, je vois, mais bon, malheureusement, on ne peut pas discuter. Oui, mais on peut. D'accord. Ben, sur ce, c'est très intéressant, Monsieur le Président, et je vous félicite encore une fois. Et vous avez fait un très bon travail. Et les remarques que évoquées n'ont qu'un but, c'est améliorer votre travail. Il y a pas mal de choses que vous pourrez discuter après. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je suis désolé pour vous, Monsieur Sou, mais vous êtes tombé sur le spécialiste. Non, mais c'est tant mieux, ça fait. Ah ouais. Alors, sans tarder, je donne la parole à chers collègues, le professeur Good, Atlantique de la faculté des sciences et techniques de Fès. La parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je commence d'abord par remercier tous, et aussi à travers vous, toi, Madame Mendy Colédia, et celui de voir et aussi de discuter. J'ai l'honneur, bien sûr, de partager avec M. Loignac, de la connaissance de l'être. Je suis content pour deux raisons. Première, je prends les sous, alors c'est l'équilibre brillant, majeur de maîtrise technologique et master aussi. J'ai un bon souvenir d'une amie, je pense que c'est très intelligent, premier dans le monde du production nucléaire, ça. Mais aussi, la deuxième raison, c'est de rencontrer des collègues du lycée locaux, et notamment un bloc, on a passé des années ensemble à Pasteur et Paris, et ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, donc j'étais très content de le rencontrer dans ce jeu. Bien, donc maintenant à propos du travail, donc, je commence d'abord par l'exposé très clair, très pédagogique, donc il y a aussi passer le message, transmettre le sujet de travail. Et maintenant pour le mémoire, donc moi je trouvais qu'il est très très bien rédigé, je pense que c'est de bon niveau, à part quelques fautes qui restent, des fautes de français, parfois de grammaire, parfois de style. Donc il faut peut-être revoir pour améliorer encore plus la qualité en mémoire. Donc il reste des choses à améliorer, j'imagine. Moi je vais dire, la liste des figures est à vous, il faut ajouter la notation de page. J'ai trouvé aussi que pour le chapitre ouverture, HP santé de la pollution, c'est pas mal placé. D'accord. On était dans la partie résultats et discussion, mais absent pour ce chapitre-là. Et d'autant plus que tu parles de ces résultats dans la partie introduction, le chapitre de santé. On a deux paragraphes dans les pages 27 et 28. D'accord. Il faut voir comment. Peut-être qu'il faut le rejoindre dans la partie article. Maintenant, concernant la partie dans les bibliographiques, dont je trouvais que c'est complète. Donc, dans cette partie, on trouve le maximum d'informations à propos de ce sujet. Donc, il y a quelques remarques à améliorer. La page 7, par exemple, pour les figures 2 et 3, donc il y a, il faut ajouter des petits A et B. En plus, la figure 2, petit b, il n'y a pas de légende. C'est le virus. D'accord. Mais il faut légender quand même cette Donc maintenant, je vais poser quelques questions. La première question concernant les deux formes du virus, la forme épisomique et la forme intégrée. Donc c'est la forme intégrée qui concerne bien la question. En fait, dans la plupart des cas de cancer, on a le virus qui est intégré, mais ce n'est pas ce qui induit le cancer. Parce qu'il suffit d'avoir l'expression des gènes, le 6, le 7, qui vont dégrader les facteurs suppresseurs de tumeurs. D'après ce que j'ai dit en mémoire, l'expression se fait lorsque le virus est intégré. Donc
Pas toujours, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours. Mais dans la plupart des cas, oui, mais c'est pas toujours le cas. Deuxième question, page 31, concernant l'épidémiologie au Maroc. Donc, il y a deux études, la première à Rabat en 2010, donc la prévalence des virus c'est 15,7%, deuxième à Fès par Madame Benani c'est 42,7%, et le troisième ce travail-là c'est 39,2%. En fait, il y a une autre que j'ai oublié de citer, c'était une étude toujours de Madame Benani qui a été faite dans la région. Il y avait 43% à Fès, 52% à Lissani, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, alors, comment expliquer cette valeur de 15,7% à Rabat? C'est le même échantillon à peu près, c'est le même. Bon, ça, il n'y a pas vraiment de résultat de réponse que je peux donner par rapport à cette question en tant que telle, parce que je crois qu'il est nécessaire de faire d'autres études pour pouvoir réaliser ça. Parce qu'en plus, dans notre étude, nous avons dans notre population aussi une population surtout du laboratoire d'anthropopathologie qui était déjà à l'ISCIA et qui est déjà à ce niveau. Mais n'empêche que les patients du service de gynécologie devraient avoir une prévalence similaire à Rabat, mais on n'a pas, parce que la population est similaire, parce qu'à Rabat, d'un point de vue, disons techniquement, on devrait l'avoir. Mais puisqu'on ne l'a pas obtenu, c'est que le profil, il est comme ça. Maintenant, quelles sont les raisons qui sont derrière ça? Est-ce qu'il y a une différence de, je ne sais pas, de vie, de comportement, d'autres variables? Donc maintenant, c'est seulement les techniques diagnostiques d'infection. D'accord, il y a des techniques indirectes, oscopie, etc. Et des techniques directes par PCR en général, l'obligation, d'accord. Donc là, ce que vous avez signalé par rapport à ce que vous exposé, c'est le problème pour beaucoup de cas, on a une cytologie négative, mais il y a présence. Je pense que comment on procède à un problème aussi. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas de diagnostic de HPV qui est fait, en tout cas pas de génotypage. On fait la cytologie. On fait la cytologie. Et la cytologie est positive. Généralement, on confond les deux. Je ne sais pas si on fait de l'immunohistochimie ou pas. Pour la P16, je ne crois pas. On a fait la P16. Ici, non, pas ici. Lorsqu'on trouve la cytologie positive, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Lorsque la cytologie est positive, on prend en charge de la patiente. Là, ce sont les médecins qui savent exactement comment ils la prennent en charge, mais bon. Bien, donc concernant les techniques directes, la PCR, donc là, il donne plusieurs références pour les techniques, plusieurs amorces utilisées, et je remarque que la plupart sont des PCR multiplex. On peut les appeler des PCR multiplex, mais ce n'est pas des PCR multiplex. Parce que quand on prend MY1109, c'est des amorces dégénérées. Techniquement, on a plusieurs amorces, mais qui ciblent la même région, qui vont donner un fragment de taille comparable de l'ordre de 400. MY, c'est des amorces dégénérées, GP, c'est des amorces consensus. Techniquement, c'est comme du multiplex, mais ce n'est pas vraiment du multiplex. Alors, pour la technique GP5-6, juste un plus. Dans ce cas, il amplifie des fragments de même taille. Parce que j'ai pris 5 et 6, et dans les évaluations spécifiques, des produits pas spécifiques. Donc pour améliorer ceci, il y avait une extension de 3 primo H. Malgré cette extension, c'est la même taille. La taille n'est pas exactement le chiffre qu'on donne. Parce que lorsqu'on regarde les profils, on obtient assez. Malheureusement, ça ne se voit pas clairement, mais dans les séquences, vous voyez que là, on a des inverses. Pour certains génotypes, il y a des séquences, des mutations qui sont dues à des délétions ou des insertions. Ce qui fait que la taille n'est pas exactement de 150. Ça varie en fait autour de 150. Donc même le MY1109, c'est le même processus. On donne la même taille, mais on sait que c'est autour de cette valeur. Ce n'est pas exactement cette valeur. Parce que quel génotype on va choisir comme référence pour donner le chiffre? Une autre question. Pour la technique de PCR en temps réel, alors quel est l'intérêt dans ce cas? En fait, il y a la technique en temps réel, c'est la technique Abbott. Elle permet l'identification de HPV 16 et 18. Je crois que cette technique a été conçue juste parce qu'on s'est dit que HPV 16 et 18 sont les plus prédominants. Donc, on veut, lorsqu'on a HPV positif, si c'est 16 ou 18,
on sait